pour éviter de perdre trop de temps, nous allons lancer la conférence, cette première table ronde. Quelle politique pour agir en matière d'égalité? Quels outils pour mesurer également ces évolutions? Ce sera vous, Inès Pedrosa, qui animerez cette conférence. Je vous laisserai présenter vos invités et je tiens juste à souligner que vous serez aidés dans cette animation de deux étudiantes, deux doctorantes. Marine Gillis, vous êtes doctorante en histoire contemporaine à l'Université d'Angers et Bruna Olderbaum, également doctorante en histoire contemporaine à l'Université d'Angers. Bonne table ronde à toutes et tous. Merci. Et bonjour à nos participantes. Et je vais présenter les participantes et après elles feront une première avance sur le sujet et donc on parlerait ensuite. Christine Barthes, vous êtes professeure d'histoire contemporaine à l'Université d'Angers et membre senior de l'Institut universitaire de France. Vous travaillez sur l'histoire politique, sociale et culturelle des femmes et du genre. Parmi vos ouvrages, Les filles de Marianne, Les garçons, Les femmes dans la société française au XXe siècle, Ce que soulève la jupe, Identité, transgression, résistance, La révolution féministe, Histoire des femmes dans la France du XIXe et XXe siècle, Mon genre d'histoire. Vous avez dirigé plusieurs livres collectifs, dont le Dictionnaire des féministes, France XVIIIe, XXIe siècle, avec Sylvie Chaperon. Elle préside l'association Archives du féminisme que vous avez fondée en 2000. Et vous dirigez aussi la collection du même nom aux presses universitaires de Rennes. Vous animez le musée virtuel sur l'histoire des femmes et du genre, Musea. Carla Cerqueira, qui vient de Portugal, et elle a un doctorat. Je vais me diriger à elle. Vous avez un doctorat en sciences de la communication de l'Université de Minho, Portugal, avec une spécialisation en psychologie de la communication. Vous êtes actuellement professeure adjointe à l'Université lusophone et chercheuse de CICAN, the Centre for Research in Applied Communication. The Center, I think. Toute l'université au Portugal devient anglaise. C'est un problème, une crise que nous avons. Center for Research in Applied Communication, Culture and New Technologies, Portugal. Vos recherches se concentrent sur le genre, les féminismes, l'intersectionnalité, les organisations non gouvernementales et les médias. Vous intégrez le réseau international de recherche sur l'histoire des migrations et du genre, Women on the Move, et vous êtes l'enquêtrice principale pour le projet Femmes Globales. Global Feminist Movements, Interactions and Contradictions. Et pour le projet Network Voices, Women's Participation in Development Processes. Vous êtes vice-présidente de la section Gender and Communication de l'ECREA, European Communication Research and Education Association. Agnès Saal, de France, vous êtes haute fonctionnaire à la responsabilité sociale des organisations et vous chefiez la mission expertise culturelle internationale au ministère de la Culture. Ah, oui, c'est vous. On aura Anna qui devrait être là dans l'éther, dans l'Internet. Anna Stelzerova de la République tchèque
qui est directrice du lobby des femmes tchèques, qui rassemble 36 organisations de droits de femmes en République tchèque et qui est une experte de la condition socio-économique des femmes dans son pays et qui travaille dans le Conseil pour le développement durable de la Tchèque République, un conseil gouvernemental. Donc, je commencerai par Christine, qui m'a dit qu'il y a un PowerPoint très technologique. Bon, d'abord, chacune des participantes parlera de son expérience dans ce sujet, la politique de l'égalité, et que faire pour que ça marche. Et après, on aura un débat sur ce qu'elles diront. Merci. Merci pour l'invitation. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'égalité quand on est historienne, universitaire, féministe ? Quand on a été une étudiante aussi dans les années 80, complètement privée d'histoire des femmes à l'université, ça n'existait pas. Michel Perrault et quelques autres commençaient à émerger, à publier, mais vraiment tout était à construire et ça a été un très gros travail collectif auquel j'ai participé. Je ne vais pas vous raconter ma trajectoire à moi d'historienne et mes publications, même si elles me passionnent et j'adorerais faire ça, mais je vais mettre l'accent sur les possibilités qu'on a de travail collectif avec l'université et avec le monde associatif et en lien avec le monde associatif féministe. Donc dans un premier temps, je vais vous parler de ce qu'on a réalisé ici à Angers, qui est la création d'un centre des archives du féminisme unique en France et qui fonctionne bien. Et c'est aujourd'hui le plus gros rassemblement de fonds féministes en France. Alors, en quelques images, voilà, je vais vous montrer cette réalisation qui a maintenant une vingtaine d'années. Et qui continue de croître, de se développer. Voilà une image du site sur lequel vous trouverez bien sûr plus de renseignements que dans ma petite présentation. Pour poser les choses, il y a souvent beaucoup de débats sur c'est quoi le féminisme. On peut le voir en bref comme le noyau dur au milieu qui a des relations avec de multiples secteurs dans la société, la culture, l'éducation, mais aussi le monde du travail, le monde syndical, le monde politique, les médias, le sport, et la liste n'est pas close. Et donc, quand on parle de féminisme, on parle de toute la société et de toutes ces interrelations. Donc ça fait un périmètre en réalité très vaste et qui contribue au changement social, bien évidemment. Donc on n'est pas dans une niche, c'est pas un sujet spécifique, c'est quelque chose de transversal et qui est au cœur de l'histoire. Et pour cela, eh bien, il faut préserver des archives. Et il a fallu une initiative privée parce que les archives publiques nationales n'étaient pas intéressées par ce mouvement spécifique longtemps jugé marginal. Alors, quelques images sur le travail concret que nous faisons. Aller chez les militantes ou les associations, déménager leurs archives et ensuite s'en occuper correctement d'une manière professionnelle à l'Université d'Angers. Et je vous invite, il y aura une visite cet après-midi à 16h15 pendant 1h30 avec un atelier découverte du Centre des archives du féminisme à la bibliothèque universitaire de l'Université d'Angers. Donc voilà, c'est aussi du concret, notre action. Ce sont des déménagements d'archives, des classements, des militantes. Là, c'est l'Association nationale des études féministes qui existe depuis 1989 en France, qui a déposé ses archives récemment. Donc on voit les militantes toutes contentes de leurs dons. Voilà, donc du militantisme, y compris dans la rue, aux archives, des archives qui vont être exploitées ensuite par toutes sortes d'usagères et d'usagers, mais notamment la recherche, mais aussi des journalistes, des associations, voilà.
Et en fémage à la saison France-Portugal, eh bien, nous avons aussi, bien que ce soit des archives qui concernent les mouvements français, les Françaises étaient en relation avec les Portugaises et avec beaucoup d'autres pays. Et donc, nous avons des archives en portugais et sur le Portugal, mais aussi sur le Brésil, Bruna, un petit peu. Donc voilà quelques exemples qu'on verra cet après-midi, avec une presse féministe portugaise qui s'est développée notamment pendant la période de la Première Guerre mondiale. Alors, pendant la dictature, des relations ont été maintenues avec une association féministe modérée et catholique en France qui s'appelle l'Union féminine civique et sociale et qui a trouvé un terrain d'entente avec les associations féminines portugaises qui étaient compatibles avec le régime. Donc, c'est aussi une phase très intéressante qu'on ne peut pas oublier. Et puis, après la révolution des œillets, et bien sûr, cette publication si importante, traduite dès 1974 en France, Les Trois Marias, des relations qui s'intensifient et, par exemple, là, la trace d'un lien entre le MLAC, le Mouvement de libération de l'avortement et de la contraception, qui est issu du MLF, avec le Portugal, donc sur une nouvelle question féministe qui est la liberté de l'avortement. Et il a fallu du temps au Portugal pour ça. Mais les liens internationaux ont joué un rôle. Alors, autre aspect de notre travail, la numérisation des revues féministes qui est en cours à travers le projet Femmes en rêve. Ça donne accès aussi donc à des textes de militantes, mais aussi à des textes d'écrivaines qui ont beaucoup publié dans des revues et pas seulement des livres. Vous avez dit tout à l'heure que l'accès à l'édition, à la traduction pour les femmes était plus difficile. En revanche, les revues féministes ont été historiquement un lieu d'accueil de textes courts et on le découvre à travers plusieurs revues qui font connaître des textes peu connus. Alors tout ça, c'est un travail avec beaucoup d'institutions aussi, parce qu'on avance avec des fonds européens, avec des fonds publics, et puis avec les universités. Par exemple, cette collection Archives du féminisme aux presses universitaires de Rennes compte maintenant 30 ouvrages. Je m'en occupe depuis 2006 et on publie des colloques et des thèses qui sont des livres difficiles à publier, avec des ventes qui ne sont pas extraordinaires, mais c'est tellement important. Et là, vous avez par exemple au premier plan une thèse sur les hommes dans les mouvements féministes. Autre aspect, j'espère qu'on reviendra dans la discussion sur le rôle des musées, parce que Muséa, que nous avons créé à l'Université d'Angers en 2004, qui est en train de s'internationaliser, est le seul musée dédié à l'histoire des femmes en France. C'est un musée virtuel. Il faudrait de véritables musées. Alors, si vous me redonnez la parole tout à l'heure sur les musées, j'aimerais beaucoup vous faire un point. C'est fondamental. Il y a beaucoup de fréquentation dans les musées. C'est un outil pour faire avancer l'égalité et pour créer une culture mixte. J'aime beaucoup cette expression. Super, voilà. Et pour terminer, la transmission par l'enseignement. Là, on est au tout début. On est au tout début. Ça avance un tout petit peu, ensuite ça recule. Il y a énormément de blocages au niveau du secondaire. C'est pathétique. En France, il n'y a quasiment rien. Et dans les universités, c'est variable, mais on a quand même avancé d'un grand pas avec la création de plusieurs masters d'études sur le genre. Donc là, je vous présente par exemple une unité d'enseignement du master d'études sur le genre piloté à l'Université d'Angers et qui réunit 5 universités de l'ouest de la France. Donc c'est un autre aspect peut-être qu'on pourra aborder, c'est le rôle, l'utilité de l'enseignement supérieur et de la recherche pour créer une culture de l'égalité. Mais il reste beaucoup à faire. Merci Christine. Et maintenant, on va écouter Carla Cerqueira du Portugal sur son expérience.
Bonjour à tous et à toutes. D'abord, merci pour cette initiative et bravo à mes collègues qui sont à cette table ronde avec moi et merci à vous d'être là en ligne ou en présentiel. Je suis ravie d'être parmi vous pour essayer de faire le point et vous parler de mon travail et vous parler de certains défis et questions qui se posent encore. Et c'est de ça dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Pour commencer, je vais vous parler de moi. Je ne suis pas seulement une universitaire depuis 2007, mais je fais également partie de nombreuses associations de la société civile qui travaillent sur ces questions. J'aimerais donc commencer par une idée, parce que nous sommes ici pour essayer de réfléchir, pour discuter des politiques, des mesures qui peuvent favoriser l'égalité. Et donc, je voudrais commencer par l'idée de la mise en œuvre de ces politiques dans l'égalité. Il est urgent que ces sujets occupent une nouvelle place politique. Il faut faire extrêmement attention à cette diversité, à la place des femmes. Parce que toutes les femmes ont des expériences différentes. Et il faut donc enrichir nos politiques. Par exemple, il est très positif de voir certaines choses. La Journée internationale des droits des femmes, hier. Et souvent maintenant, on parle des femmes au pluriel et non pas au singulier, ce qui est très important. Ce qui montre bien la diversité chez les femmes. Et puis, au sein de la société, les femmes deviennent de plus en plus visibles et obtiennent une reconnaissance. Il est donc important de faire des choses dans l'espace public pour encourager de nouvelles politiques en matière d'égalité. De mettre en place, par exemple, des actions positives, de discrimination positive. C'est quelque chose dont on parle beaucoup, surtout au Portugal. On parle beaucoup de la loi sur la parité, les quotas. Les quotas, notamment en politique, sont quelque chose dont on parle beaucoup. Nous avons déjà parcouru un certain chemin depuis 2006, dans le cas portugais, et nous constatons des résultats. Nous constatons une meilleure représentation des femmes, mais encore beaucoup d'obstacles demeurent, beaucoup d'incompréhension face à ces quotas. Souvent, on ne se rend pas compte que ces quotas sont en fait là pour corriger une discrimination historique envers les femmes. Et c'est quelque chose aussi qui fait écho à la méritocratie. Ce sont des débats vraiment importants. Et souvent, on oublie ce qui est important. Évidemment, il y a eu des avancées politiques en termes de politique publique en matière d'égalité. Et il y a eu de nombreuses recommandations qui ont été émises dans de nombreux secteurs. Mais ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, lors de nos débats, c'est qu'il manque quelque chose. Il faut prendre conscience de l'importance de ces mesures et de leur impact pour le changement social. D'autre part, je voulais vous parler d'un autre point. Il faut un meilleur suivi et une meilleure évaluation systématique des mesures qui sont mises en œuvre en faveur de l'égalité des
des genres et contre la discrimination. De nombreux obstacles persistent et dans de nombreux secteurs, dans le secteur académique notamment, malgré les mesures qui ont été mises en place. Bien souvent, nous ne disposons pas encore des outils adéquats et nous ne pouvons donc pas mettre en œuvre le suivi et l'évaluation nécessaires. Par exemple, dans le cas du Portugal, une mesure très importante a été mise en place et je salue d'ailleurs la présidente de la commission à l'égalité des genres portugaise. Des plans ont été mis en place au niveau des mairies pour lutter contre les inégalités de genre. Mais il faudrait un suivi et une évaluation plus systématique. C'est quelque chose de fondamental, à mon sens, pour savoir ce qu'il en est sur le terrain, où nous en sommes. Ensuite, il faut travailler de manière plus structurée entre acteurs sociaux, que ce soit avec le gouvernement, avec la société civile et le monde académique. Souvent, il existe des instruments de collecte de données qui, en fait, accentuent les inégalités, mais des initiatives existent dans l'autre sens. Et par exemple, ce que ma collègue vient juste de présenter pour récupérer la mémoire féministe, c'est extrêmement important avec la création d'archives. Mais c'est un travail que nous devons tous mener. Et bien souvent, c'est quelque chose qui manque. Et je voulais également poser une autre question, celle des mécanismes, des plateformes que nous pouvons créer. Évidemment, dans le monde académique, de nombreux projets voient le jour. Ils permettent de créer de la connaissance. C'est une contribution essentielle. Mais ce n'est pas forcément suffisant. La société civile doit aussi être présente dans cette production de connaissances. C'est quelque chose qui manque, à mon sens. Il faudrait plus de structures, de coopération. Et autre point, il faut des mesures plus systématiques. Souvent, il existe des projets de recherche qui naissent au sein de la société civile, mais qui sont limités dans le temps. Une fois le projet terminé, tout est terminé. Et il finit par être oublié. Alors comment pouvons-nous faire pour réutiliser les projets qui ont déjà vu le jour? C'est un problème qu'il faut résoudre. Et enfin, puisque je n'ai pas beaucoup de temps, j'ai une autre inquiétude que je voulais vous présenter. Il s'agit d'un problème, celui des campagnes anti-genre. Ces campagnes vont à l'encontre de tout ce que nous avons déjà accompli. Il faut être vigilant. Et en même temps, il faut proposer de nouvelles mesures pour l'égalité. Il ne faut pas non plus oublier ce qui a déjà été fait, parce que c'est justement un problème auquel on est confronté. Il faut des archives qui permettent de faire perdurer la mémoire, pour que l'on puisse donner aux femmes la reconnaissance dont elles ont besoin et la légitimité dont elles ont besoin. Alors, d'un côté, nous travaillons à la sauvegarde de ce que nous avons déjà acquis, mais d'un autre côté, il faut aussi continuer de se battre. Et c'est un énorme défi. Mais c'est ce que nous allons essayer de faire aujourd'hui, ce à quoi nous allons contribuer. Merci beaucoup. Agnès Salle, quelle est votre expérience au ministère de la Culture? Alors déjà dire que je suis très contente que nous soyons le 9 mars et non plus le 8, parce que
concentration de discours lénifiants et bien pensants sur l'égalité entre les femmes et les hommes le 8 mars finit par faire un peu lourd dans le paysage, étant entendu que l'égalité, nous n'y sommes pas encore. Le compte n'y est pas. Et je trouve intéressant que le Forum Égalité, que nous avons été plusieurs à élaborer, à organiser depuis déjà l'automne dernier, et je rends hommage aux 2 commissaires formidables de la saison France-Portugal qui nous ont tellement aidés à mettre en place cet ensemble de tables rondes. Je suis contente que ce forum permette justement de traiter les différents aspects, les différents sujets de l'égalité entre les femmes et les hommes, à la fois dans les domaines que moi je connais particulièrement bien, qui sont les domaines de la culture, de la communication, des médias, de l'audiovisuel, mais également les domaines de l'enseignement supérieur, de la recherche, des nouvelles technologies, des industries culturelles et créatives au sens large. Alors, qu'en est-il aujourd'hui ? Je pense que d'une part, la puissance publique a un rôle considérable à jouer, à une responsabilité première. Je crois que Natacha le disait tout à l'heure, la puissance publique, l'État, mais aussi les collectivités territoriales qui sont nos alliés et nos partenaires sur l'ensemble des territoires en France. C'est vrai, je crois, également dans d'autres pays d'Europe et au-delà. Nous avons une responsabilité particulière d'incitation, d'impulsion et parfois d'injonction. Et au nombre des moyens qui sont à notre disposition, je mettrai en avant dans un instant les outils qui permettent non pas simplement d'encourager, d'inciter, mais aussi, même si le terme peut faire trembler certaines ou certains, plutôt certains d'ailleurs, d'obliger. Nous avons également cette responsabilité particulière qui consiste à quantifier, à mesurer. Et parmi les outils que le ministère de la Culture, en France, a particulièrement développé, il y a depuis 2013, et nous fêtons cette année le 10e anniversaire de cette édition, un observatoire de l'égalité entre les femmes et les hommes dans la culture et la communication. J'en ai apporté ici l'édition pour vous montrer que je ne raconte pas de bobards. Donc cet observatoire s'est enrichi au fil des ans, et notamment depuis 2017-2018, bien entendu, la grande cause du quinquennat qu'est l'égalité. Nous espérons que les quinquennats suivants n'oublieront pas que l'égalité reste une priorité majeure dans les politiques publiques. La grande cause du quinquennat nous a permis d'aller plus loin, d'aller plus vite, d'aller plus fort en direction de l'égalité. Donc cet outil de mesure qu'est l'Observatoire est intéressant à 2 titres. D'une part, parce que depuis 2013, il documente la situation de, je ne dirais pas de l'égalité, mais des inégalités entre les femmes et les hommes dans nos secteurs professionnels. Et le nombre de tableaux, il y en a plus de 85 maintenant, permet d'illustrer justement, en termes statistiques, donc très brutaux dans leur crudité nue, la dimension de l'inégalité. Donc c'est intéressant à la fois à l'instant T, quand on découvre les chiffres de l'année donnée, mais c'est intéressant également dans une perspective plus historique, puisqu'on se rend compte finalement que depuis 2013, première année de l'Observatoire, les chiffres, les tableaux, certains ont évolué positivement, heureusement, sinon il resterait à aller se jeter dans le fleuve le plus proche, mais finalement, les données statistiques n'ont pas tant évolué que ça, et pire encore, certains domaines ont pu enregistrer des régressions quantitatives. Ne jamais nous dire que le chemin est accompli. Toujours avoir en tête que la réversibilité est un danger qui nous menace. Et la crise sanitaire, la guerre aussi, oui, j'ai failli dire la guerre, mais je pense que la guerre à nos portes en Europe prouve bien à quel point les valeurs masculines sont dévastatrices. La réversibilité, donc, elle a trouvé à s'exprimer de manière très, très brutale lors de la crise sanitaire, quand on s'est rendu compte, par exemple, que les progrès que nous avions réalisés dans la présence des femmes dans les médias, sur les plateaux de télévision, dans les studios de radio, les expertes femmes avaient gagné des points. On avait presque atteint
40% de femmes à l'époque, en 2019-2020, en termes d'expertes féminines. Eh bien, d'un coup, d'un seul, vraiment, du jour au lendemain, ce pourcentage, il est retombé à 10%, 15%, moins de 20%, parce qu'on considérait finalement qu'en temps de crise, Simone de Beauvoir en a très bien parlé, en temps de crise sanitaire, économique, sociale, politique, on redonnait la parole aux hommes. Donc se dire que ce combat que nous menons, et je n'ai pas peur d'utiliser le terme, c'est un combat quotidien, permanent, constant. Au sens des outils que nous avons, bien sûr, il faut compter, je l'ai dit, il faut enquêter, et toutes les études, les travaux de recherche que le ministère de la Culture, son département des études, de la prospective et des statistiques mène, sont des éléments fondamentaux pour mieux comprendre l'origine, la nature et les manifestations des inégalités, mais ça ne suffit pas, parce que le comptage, c'est un constat. Et au-delà du constat, il faut agir. Agir comment? Quand on est au sein d'un ministère, en l'occurrence le ministère de la Culture, c'est identifier finalement les leviers les plus puissants. Les leviers les plus puissants, finalement, ils sont, je crois, au nombre de 2, même s'ils font hurler encore aujourd'hui les opposants à ce dispositif, à ces dispositifs. Il y a le levier des quotas. Il ne faut pas en avoir peur. Certaines femmes, encore aujourd'hui, beaucoup d'hommes, les contestent, ces quotas, en considérant finalement, et de manière assez subtile dans le monde culturel et artistique, que les quotas risquent d'entraver la liberté d'expression, la liberté de création, et viendraient presque en opposition et en combat frontal avec le talent, avec la qualité qui doit prévaloir, évidemment, dans tous les domaines, et notamment en matière de culture et d'art. Or, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire, parce que finalement, se dire que nous privons de moyens d'expression, de moyens d'accès à la création, à la production, à la diffusion, la moitié de l'humanité, c'est avoir, ma foi, une vision tronquée de l'imaginaire, de l'échange, de la vision de l'autre. Et donc, c'est un appauvrissement du dispositif créatif que de ne pas donner à une moitié de l'humanité les moyens de création et de production. Donc, les quotas, ne pas en avoir peur et considérer finalement qu'il s'agit peut-être, la table ronde de tout à l'heure l'a exprimé, d'un moment dans l'histoire. Peut-être faudra-t-il que ce moment dure. Ça ne me fait pas peur. Mais en tout cas, ne pas hésiter à y recourir. Et puis le deuxième outil, qui est peut-être encore plus puissant et qui est particulièrement entre les mains de la puissance publique, le ministère de la Culture, mais il n'est pas seul, tous les autres ministères sont concernés, c'est l'outil financier. Faire en sorte qu'il y ait un conditionnement de l'attribution des aides publiques, c'est vrai pour l'État, c'est vrai pour les collectivités territoriales, à des structures associatives, entrepreneuriales, qui mènent une action volontariste en faveur de l'égalité, de la diversité aussi, parce qu'il ne faut pas s'arrêter aux seuls critères du genre, il faut également s'intéresser à tous les autres critères de discrimination qui, du fait de l'origine, de l'orientation sexuelle, de la vulnérabilité économique, du lieu de résidence, du handicap, de l'apparence physique, il y a 25 critères au code pénal, ils sont nombreux. Et donc je pense qu'il faut avoir une vision exhaustive, complète, intégrée et inclusive de l'ensemble des critères de discrimination pour pouvoir efficacement agir. Et l'outil financier en la matière est particulièrement puissant. Nous avons, depuis 2018-2019, grâce à une volonté politique constante et affirmée de la part des ministres successifs, mis en place un dispositif qui a été au départ impulsé par on appelle ça la société civile, par des associations. Je rends hommage en particulier au collectif 50-50, qui dans le domaine du cinéma a été pionnier pour nous pousser, et nous l'avons fait, il fallait être 2, et nous avons été 2, pour nous pousser à mettre en place, avec le CNC, un dispositif
de bonus, de bonification financière pour les films dont les plateaux sont paritaires. Plus loin encore, nous avons étendu l'enjeu financier en conditionnant l'attribution des aides, d'abord dans le cinéma et l'audiovisuel, puis, grâce au Centre national de la musique, dans la filière musicale, aujourd'hui dans le spectacle vivant, dans les arts visuels, et nous travaillons avec la filière du livre à faire la même chose. Nous conditionnons l'attribution des aides publiques, des aides financières dont dépendent un nombre très important de structures associatives et entrepreneuriales, à des engagements précis, mesurables, en matière de prévention et de lutte contre les violences et le harcèlement sexuel et sexiste. Et aujourd'hui, nous allons un pas plus loin, puisque ce conditionnement prend la forme de bonification financière pour les structures qui ont des projets qui promeuvent dans les équipes, mais également dans les contenus, qui est le lieu ultime de l'opposition et de la crainte de l'immixtion de l'égalité dans les contenus. Donc nous faisons en sorte de mettre en place des dispositifs financiers qui incitent à mettre en place à la fois des équipes, mais également des contenus promouvant l'égalité. Donc les outils, vous le voyez, ils sont nombreux, ils sont entre nos mains. Il ne s'agit pas d'avoir une imagination absolument fertile pour les inventer, ces outils. Par contre, ce qui parfois fait défaut, c'est la volonté politique et la constance dans la mise en œuvre de ces actions qui sont indispensables. Je m'arrête là parce que je ne veux pas être trop longue, mais je pense qu'on reviendra sur cette dimension essentielle de l'action publique qu'est la promotion de l'égalité et de la diversité dans les questions auxquelles nous aurons à répondre. Merci Agnès. Je passe à Anastel Zerova maintenant. Si on peut la mettre avec nous. Oui. Good afternoon. Thank you very much. Bonjour, merci de cette invitation. Je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir être présente. Cela aurait été un vrai honneur d'être avec vous pour discuter en présence, mais hier, c'était la Journée internationale des femmes et ici en République tchèque, nous avons beaucoup discuté de comment promouvoir les questions liées aux femmes, donc je n'ai pas pu voyager. Je représente la société civile et je représente les organisations de défense des droits des femmes ici en République tchèque et nous faisons beaucoup de plaidoyer de façon à promouvoir l'égalité des genres. Alors, qu'en est-il? Quelles politiques sont nécessaires pour promouvoir l'égalité? Je pense qu'il est très important de comprendre que les politiques ne sont qu'un des aspects et un des moyens pour promouvoir l'égalité des genres. C'est une partie des pratiques nécessaires pour faire en sorte que cela se produise. Après, il faut aussi changer les comportements, changer la vision que les personnes ont sur cette question. Et puis, les politiques qui ont été établies jusqu'à présent, et mes collègues y ont déjà fait référence, ont été produites par des hommes. En République tchèque, nous avons un livre appelé « La loi des hommes » dans lequel les auteurs se sont penchés sur la façon dont les lois ont été écrites du point de vue des hommes. Et je pense qu'il faut le reconnaître et reconnaître que de nombreuses politiques sont élaborées par les hommes et comportent toujours une perspective qui est celle des hommes. Nous le voyons par exemple dans le cadre de la guerre en Ukraine et de la crise actuelle. Beaucoup de femmes, d'enfants arrivent en République tchèque et notre loi de l'immigration a été ajustée. Il faut
des solutions rapides pour pouvoir aider ces cas particuliers de femmes et d'enfants qui arrivent, mais aussi d'autres groupes vulnérables de la société. Alors, quelles mesures concrètes sont importantes selon nous, au moins de façon temporaire? Vous avez parlé des quotas. Nous attendions que les femmes atteignent le quota de 50% dans la prise de décision, aussi bien au plan politique que dans d'autres domaines. Donc des mesures temporaires telles que les quotas seraient tout à fait acceptables, même si elles ne sont pas toujours acceptées par la société dans son ensemble. Donc il faut également faire tout un travail d'explication en parallèle. Et puis nous avons également parlé de l'éducation. L'éducation, l'enseignement sont au centre de cette question. Il faut qu'il y ait une politique d'éducation qui soit axée sur le genre dès le plus jeune âge, dès l'école maternelle, pour expliquer qu'est-ce que le respect entre genres, entre garçons et filles. Et puis, très important, des mesures de sécurité. La violence à l'encontre des femmes a été un des principaux obstacles dans l'égalité entre hommes et femmes. Il faut vraiment que cette question soit traitée. La Convention d'Istanbul est un des outils à notre disposition pour résoudre la question de la violence contre les femmes de façon très concrète et pas uniquement au plan national, au plan international. Elle élabore une perspective internationale sur la question, car nous vivons en Europe. Au sein de l'Union européenne, nos enfants vont souvent d'un pays à l'autre. Il faut faire en sorte que nous soyons tous en situation de sécurité entre ces différents pays. Et puis, il faut également des outils pour mesurer le changement. Nous avons beaucoup travaillé, et ça depuis un certain temps, sur cette question. Nous avons bénéficié d'un financement de l'Union européenne qui est positif pour la défense des questions de genre, mais il faut comprendre que la coopération entre l'État, la société civile est très importante pour qu'il y ait une approche par le bas, pour également faire en sorte que les projets et les politiques aient des résultats positifs aussi vis-à-vis des groupes vulnérables. Pour mesurer ces changements, il faut avoir des outils à notre disposition. La République tchèque travaille sur ces questions au sein de nos associations et nous avons une nouvelle stratégie pour l'égalité des genres, stratégie élaborée de façon participative. En tant qu'organisation de femmes, nous essayons d'avoir les mêmes objectifs que ceux de l'État. Nous collaborons autour des mêmes objectifs. Il faut qu'ils soient concrets. Et bien sûr, s'ils sont atteints, ce sera mieux pour l'égalité des genres dans notre pays. Et puis, il faut des ressources, bien sûr, il faut des fonds. Si nous voulons des changements effectifs, il faut que ceux-ci bénéficient d'aide et soient soutenus. Ces changements systémiques doivent être développés par la société civile. Il faut que nous soyons en mesure d'atteindre les personnes de façon efficace et je dirais même très souvent nous le faisons à moindre coût que l'État. Donc il faut avoir cet aspect aussi à l'esprit.
Puis, il y a de fortes attentes des organisateurs de la société civile. Ils doivent montrer comment les fonds qu'ils perçoivent sont utilisés. Il faut être capable de mesurer notre impact. Nous avons également travaillé sur des outils pour effectuer ces mesures. Si nous avons des objectifs communs, que nous collaborons autour de cela, nous pourrons mesurer les impacts collectifs. Par exemple, dans le cadre de notre organisation, nous avons utilisé les mêmes outils en ligne et nous mettons sur pied des données dans le cadre d'une base de données qui peut ensuite être partagée avec toutes les informations pertinentes. Et je pense que ce serait très intéressant de pouvoir partager ensuite ces informations avec l'État. En guise de conclusion, je pense qu'il est essentiel de collaborer autour de l'égalité des genres, de mesurer notre impact réel. Pourquoi le faisons-nous? Nous le faisons pour que les plus faibles, les plus vulnérables puissent bénéficier des mêmes opportunités que ceux qui n'appartiennent pas à ces groupes de personnes vulnérables. Et bien sûr, la perspective de genre peut nous permettre d'avoir une démocratie et une population plus forte. Donc, merci à toutes pour vos très intéressantes interventions initiales. Il paraît, pour faire un peu un résumé, qu'on a tous les moyens pour avoir la parité, on n'arrive jamais, et même qu'on a des reculs. On a parlé ici des reculs, des choses qui ont évolué après. C'est réversible, que le combat doit être constant et c'est vrai que rien n'est déjà garanti. Christine parlait de l'histoire des femmes qui n'a commencé qu'il y a 40 années, plus ou moins, et quand même, et qui continue avec des trous énormes parce que toute l'histoire de l'humanité a été l'histoire des hommes. Et quand on parle de quotas, parce que les quotas, et on dit bon, temporaire, parce que il faut pas, c'est injuste. Mais moi, je me demande pourquoi est-ce que personne n'a critiqué une société qui a été des quotas de 100%, toute son histoire d'hommes. Bon, pas de problème pour personne. Donc, je voudrais vous écouter brièvement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, sur cette histoire d'avance-recul. Je crois qu'il y a aussi un problème de pouvoir, et c'est un problème d'éducation dans la limite. Les femmes ont un problème d'assumer le pouvoir. Parce que même les quotas, Carla parlait des quotas et de l'évolution au Portugal. Au Portugal, on a eu des élections pour le Parlement récemment. Et c'est la gauche qui a gagné, mais quand même, on a moins de femmes dans le Parlement qu'on avait auparavant. Parce que c'est utile des quotas. C'est de telle façon qu'il se peut que dans les listes, les femmes sont là, mais dans les places qui peuvent ne pas être élues. Et ça arrive souvent. Donc, il paraît aussi que les femmes, par exemple, l'histoire des femmes en France est très vivante, des mouvements féministes, pas tellement au Portugal, vraiment. Vous avez montré la croisée des femmes au Portugal, les femmes dans la République, la Première République, et dans le début du XXe siècle au Portugal est très, très actif.
mais pas tellement maintenant. On a les instruments et la présidente est là de la commission pour l'égalité, mais dans la société, il n'y a pas de mouvements comme en France. C'est curieux aussi. Je ne sais pas si vous, portugaise, française, vous voulez analyser ça, mais c'est intéressant. Et je crois qu'on a un problème de prise de pouvoir. Les femmes ne disent jamais « j'aime le pouvoir parce qu'avec le pouvoir, je peux transformer le monde ». Les femmes s'excusent de prendre le pouvoir quand elles ont la chance de le prendre. Je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose là-dessus. Moi, je ne pense pas que la faute soit du côté des femmes quand ça recule. Oui. Il y a des rapports de force défavorables et il faut voir aussi dans quel contexte. Et quand on est dans des contextes de régression, comme dans les années 1930 ou comme aujourd'hui, notamment dans certains pays, la dictature, les systèmes totalitaires ont aussi pour but de faire régresser les droits des femmes et les libertés des femmes et d'assigner les femmes à certains rôles d'épouses, de ménagères, de productrices d'enfants qui sont de la chair à canon. Ça fait plus d'un siècle qu'on voit ça se reproduire. Et je pense que là, on ne peut vraiment pas dire que ce serait... Voilà, les femmes en seraient responsables. Beaucoup de femmes ont lutté beaucoup plus qu'on ne croit. Alors, sur leur rapport au pouvoir, je crois qu'il faut être aussi plus à l'écoute de ce que les femmes cherchent à inventer. Parce qu'on emploie beaucoup le mot « outil » depuis tout à l'heure. Moi, j'adore pas ce mot « outil ». Il y a un côté gadget, je sais pas, une connotation pour moi qui me déplaît. Le féminisme, l'égalité, c'est une révolution de civilisation. Et c'est pas avec quelques outils, c'est pas avec un quota. Bien sûr, un quota peut participer à des avancées, à des progrès, à des réformes, mais on a besoin d'une révolution. Et on a encore peut-être du mal à la concevoir. Mais déjà, des écrivaines, des féministes du passé ont essayé d'imaginer ça. Je pense notamment à cette phrase d'Audre Lorde, cette poétesse féministe afro-américaine, lesbienne, elle avait beaucoup d'identité, qui a cette phrase « On ne détruira pas la maison du maître avec les outils du maître ». Alors, ça nous fait vraiment réfléchir et ça nous renvoie à ce qu'il y a de plus radical dans l'histoire du féminisme, dont on parle pas assez souvent parce qu'on raconte l'histoire un peu dans une logique de progrès, de réforme. Et du coup, ces utopies féministes, elles passent un petit peu à l'as. Mais concrètement, la libération de la parole dont on parle sur ces questions si fondamentales de violence à l'égard des femmes. C'est né dans des groupes de femmes, des groupes de parole non mixtes. C'est pas une histoire de quotas ou d'outils, c'est des femmes qui se rassemblent et qui parlent, comme les Trois Marias, hein, on le disait hier. La liberté de disposer de son corps avant qu'on rentre dans un processus de publicisation à travers le procès. Avec Gisèle Halimi, la création d'associations. Il y a eu des tas de choses clandestines, des tas de choses qui étaient complètement hors système, des avortements clandestins militants réalisés par le MLAC, par exemple. Donc, il y a un militantisme féministe radical alternatif qui, parfois, a vraiment un temps d'avance sur les questions qui vont devenir des grandes questions de politique publique. Mais bon, je ne veux pas opposer un féminisme à l'autre. Il y a aussi un féminisme d'État qui existe en France depuis 1965. Il y a un féminisme au niveau européen et on peut lui dire merci en France parce que ces directives européennes, elles ont drôlement fait avancer la législation en France qui était en retard par rapport à d'autres pays. Et je pense que beaucoup de pays d'Europe peuvent constater le rôle moteur de l'Union européenne. Donc il y a plusieurs logiques féministes. Alors on parle beaucoup d'outils quand il est question de politique publique, mais quand on se situe ailleurs dans la société, dans d'autres positions sociales et politiques, on voit les choses un petit peu différemment et avec... comment dire,
pas des doutes, mais on ne sacralise pas l'outil de mesure des progrès de l'égalité, parce qu'on sait que la révolution féministe, elle repose sur beaucoup d'autres dynamiques de sororité, de création de maisons des femmes, et d'éducation des enfants, non ? et de tout ce qui peut se passer dans la société civile. Oui. Peut-être pour revenir sur les termes employés, notamment la dimension de pouvoir. Moi, j'adhère complètement à ce que Christine vient de dire, tout en demeurant convaincue que sans une action volontariste, déterminée de celles et de ceux qui détiennent le pouvoir, on n'avancera pas. Parce que ces mouvements formidables, bien entendu, qui ont émaillé l'histoire en France, en Europe, dans le reste du monde, des femmes qui ont estimé que leur place dans la société n'était pas du tout à la mesure de leurs compétences, de leurs talents, de leur expertise, de leur savoir-faire. Ces mouvements sont formidables, mais encore fallait-il, encore faut-il, toujours encore aujourd'hui, leur laisser la place. Et je crois également qu'un système si profondément patriarcal qui est le nôtre, celui dans lequel nous évoluons dans l'ensemble des sociétés, à la fois occidentales et les autres aussi, ce système profondément patriarcal n'évoluera vraiment qu'à partir du moment où celles et ceux qui détiennent le pouvoir auront la volonté d'y mettre un terme. Et c'est très difficile. C'est très difficile. Pourquoi ? Parce qu'on touche à des enjeux de pouvoir. Ceux qui détiennent le pouvoir n'ont pas envie de s'en défaire et voient comme une menace celles, parfois ceux aussi, qui combattent cette omnipotence de ceux qui détiennent les rênes, finalement, du pouvoir social, politique, économique, culturel. Et moi aussi, je suis absolument convaincue qu'il ne faut pas reporter la faute, même si le terme de faute est mal choisi, sur les femmes. Ça n'est pas parce que les femmes ne veulent pas, ou ne savent pas, ou ne peuvent pas, ou parce qu'elles ne sont pas suffisamment nombreuses. Combien de fois nous a-t-on lancé à la figure l'histoire des viviers ? Ah oui, on ne peut pas nommer des femmes parce qu'il n'y a pas de vivier, il faut d'abord constituer un vivier. Mais c'est faux, les femmes sont là, elles sont compétentes, elles sont actives, elles sont imaginatives, elles sont puissantes, mais on ne leur permet pas d'accéder aux places, aux rôles, aux structures même qui leur permettraient justement d'impulser ce changement sociétal puissant. Et Christine parlait de révolution. Je suis complètement convaincue, moi également, et il n'y a pas du tout d'opposition entre les différents moyens d'opérer cette révolution, mais moi, en tant que haute fonctionnaire, évidemment, j'ai la conviction, le sentiment et la volonté aussi de faire en sorte que l'État, accompagné de tous les mouvements à la fois associatifs, à la fois du rôle des entreprises, qui évidemment, dans un pays comme le nôtre, joue un rôle fondamental, impulse ce mouvement. Il ne suffit pas simplement de considérer que le compte n'y est pas et que les femmes sont encore très en arrière de la main par rapport au rôle qui doit être le leur dans nos sociétés. Je pense qu'il faut des actions volontaristes et positives. Le terme d'outil, effectivement, n'est peut-être pas très bien choisi. Peut-être peut-on parler davantage de levier d'action et de faire en sorte d'intriquer, d'imbriquer le volontarisme formidable des mouvements féministes avec une puissance de feu qui est celle quand même du législateur, des parlements, des décideurs et des décideuses à l'échelle européenne, et allons au-delà des rapports. Faisons en sorte qu'effectivement ces travaux formidables de recherche, de réflexion, de proposition, de diagnostic et de recommandation, ma foi, émergent. On a parlé tout à l'heure du travail formidable qu'a réalisé le groupe Méthode ouverte de concertation à l'échelle européenne, avec 22 pays européens. La France y a participé à l'échelle d'autres pays membres de l'Union, bien sûr. Nous avons remis un rapport, voilà un an, et après, une fois que le rapport a été remis, il est riche de 26, je crois, propositions
assez formidable, qui me semble accessible du moment que la volonté politique est là pour les mettre en œuvre, et après, et alors, et faisons en sorte justement qu'à l'échelle de l'Union européenne, les différentes initiatives que peuvent prendre le Portugal, l'Espagne, la France, les pays du Nord, d'autres pays encore, ma foi, fassent nombre, et que nous nous inspirions les uns les unes les autres de ce qui a pu fonctionner dans un pays pour l'étendre en fonction du plus petit ou du plus grand, je ne sais pas, dénominateur commun, de façon justement à ce que ça fasse tache d'huile, pardon pour l'image, mais finalement faire en sorte qu'enfin, à l'échelle de l'Union européenne, ces progrès, même s'ils sont mesurés, modérés, trop à mes yeux, dans tel pays, puissent instantanément ou presque s'appliquer à l'ensemble des 27 pays membres de l'Union. Merci. Carla? Eu gostava, se calhar, de salientar aqui J'aimerais souligner é quelque preciso chose. também lembrar que Il faut muitas aussi se das rappeler medidas que de nombreuses legislativas que foram mesures criadas, elas foram législatives impulsionadas mises en place precisamente étaient prises pelo à movimento l'initiative feminista de e de mouvements outro modo elas féministes. não existiriam. Sans ces mouvements, ces mesures O grande n'existeraient pas. risco que às vezes tem, eu considero que o movimento feminista pense tem que les feito mouvements também muito féministes esse papel, tem ont tido historicamente rempli esse ce rôle papel, dans que é o l'histoire. papel de muitas vezes pressionar nesse sentido, rôle depois de se criarem qui políticas consiste à de haver avanços lancer des também, initiatives, à faire pression sur le gouvernement pour prendre des initiatives. C'est un rôle extrêmement important. Por lado, essa institucionalização. Il y a aussi une institutionnalisation du mouvement féministe. A captura, diríamos assim, chamaria-lhe assim, a captura Pour ainsi dire, e esse eu acho que é grande risco. O je movimento pense qu'il y a un certain risque au sein des mouvements féministes. Justement, il faut faire attention. Les mouvements féministes ont des intentions, des objectifs, mais il faut faire attention que ces objectifs ne s'alignent pas complètement sur ceux de l'État. Parce que les mouvements féministes ont un rôle central et apportent leur perspective, comme l'ont dit mes collègues. Il existe un risque. C'est une question extrêmement importante. Il est nécessaire, comme on l'a souligné, il est nécessaire d'avoir les fonds dont on a besoin pour pouvoir avancer. Souvent, les organisations de la société civile vivent grâce à des financements de l'État. Et ça ne leur permet pas forcément de mettre en pratique leurs propres objectifs. Donc ne l'oublions pas, surtout dans le contexte portugais. Il me semble qu'il existe des mouvements féministes très diversifiés, très vivants, et également un mouvement féministe transnational qui rassemble des gens, des collectifs qui font partie d'associations non institutionnalisées, qui font partie de diverses organisations. Et je pense que c'est quelque chose de nécessaire lors de ce genre de débat. Il faut s'assurer que tout ce qui existe actuellement, notamment aussi avec un mouvement féministe actif au Portugal, je pense qu'il faut que nous continuions d'être vigilants, d'analyser la situation, de cartographier la situation, de voir quelles sont les initiatives qui existent, quelles sont les initiatives féministes actuellement au Portugal. Il faut s'assurer qu'une diversité existe, qu'elle soit respectée, parce que c'est un point important. Actuellement, il n'y a plus autant de manifestations qu'avant. Et notamment à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes.
Nous sommes des femmes et nous sommes toutes différentes les unes des autres. Il faut entendre toutes ces voix différentes, toutes ces perspectives. C'est essentiel, c'est fondamental pour aussi nous permettre de repenser les politiques, d'avoir un nouveau regard sur des politiques qui ont déjà été mises en pratique. Vraiment, j'insiste là-dessus. Ça me semble très important. Il faut plus de coordination entre différents acteurs sociaux et voir ce que chacun peut apporter sur ces sujets. Si nous n'empruntons pas ce chemin, dans ce cas, nous ne changeons pas les choses. Beaucoup de dialogue et moins de femmes dans le gouvernement, dans la politique. Mais Anna, qu'est-ce que vous avez à dire? Merci. Je pense qu'il faut plus d'hommes féministes qui travaillent avec nous sur l'égalité des genres. Généralement, lorsque l'on regarde les forums qui portent sur l'égalité entre hommes et femmes, les femmes sont très intéressées. Mais il faut également nous assurer que les hommes comprennent que l'égalité des genres est favorable aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Et puis, bien sûr, il faut continuer à insister sur l'éducation. C'est vraiment très important pour faire en sorte que l'égalité des genres soit à la portée de tous. Et puis, pas uniquement des hommes et des femmes, mais aussi des groupes plus vulnérables d'hommes et de femmes. Nous travaillons notamment avec la population rome, avec des femmes migrantes ou même avec des femmes handicapées. Tous ces groupes doivent être inclus. Vous avez parlé des organisations de femmes. Je travaille dans ce domaine depuis pratiquement 10 ans et je constate une baisse des financements pour les organisations de femmes. C'est-à-dire que nous avons moins de moyens au sein de nos organisations, moins de projets, moins d'activités. Et puis moins de lieux pour travailler et d'opportunités pour travailler avec la société civile. Il faut travailler avec d'autres organisations de façon à nous renforcer. Certaines organisations travaillent depuis 30 ans en République tchèque. Elles ont beaucoup de connaissances, un savoir sur les femmes en politique, en économie, sur la santé reproductive. Et nous avons beaucoup de chance d'avoir ces organisations. Et tout cela a été possible grâce à un financement. Le plus important est de nous assurer que ces organisations de femmes réussissent à survivre et qu'elles prolifèrent en Europe. Les étudiantes qui sont là, Marine et Bruna, qu'est-ce que vous voulez dire, demander, ajouter à ce débat? Merci. Bonjour. Bom dia a todos e a todas. Feliz de estar entre lusofonos. Bonjour à tous et à toutes. Vu qu'on est dans une table ronde avec des invités de plusieurs pays en Europe et on parle un peu de transférence et de solidarité entre les pays, je me demandais comment apprendre à partir de l'histoire des pays voisins européens, mais peut-être pas que, pour construire des mesures effectives de promotion de l'égalité, soit à l'échelle gouvernementale, mais aussi dans des milieux associatifs et militants, comme Christine montrait tout à l'heure les documents par rapport à le droit à l'avortement, les échanges entre le Portugal et la France. Et je profite pour dire que le droit à l'avortement n'est toujours pas acquis au Brésil. Et il faut se rappeler qu'il y a beaucoup de luttes aussi ailleurs, pas qu'en Europe, mais cette solidarité entre féministes, c'est très important. Merci. Qui veut répondre? En histoire, il y
il y a l'encyclopédie en ligne « Écrire une nouvelle histoire de l'Europe » qui a un axe sur 7 dédié au genre. Donc, il y a aussi un manuel d'histoire du genre en Europe qui est en train de s'écrire. On commence à avoir des publications, mais c'est vrai que l'histoire des femmes et du genre, ou les enjeux mémoriels, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, c'est plutôt pensé dans un cadre national et on doit passer à une étape supérieure. Alors, il y a des choses au niveau européen, il y a des rencontres, mais par exemple, sur les réseaux d'archives féministes, la France n'y participe pas et je pense que beaucoup de pays d'Europe n'y participent pas. Il y a encore énormément de choses à faire pour monter au niveau européen, même s'il y a des échanges plutôt bilatéraux, mais voilà, beaucoup reste à construire, me semble-t-il. Même si l'internationalisme, le féminisme est un mouvement transnational et internationaliste depuis le 19e siècle. Hier, dans la vidéo, on entendait une des trois Maria dire c'était la première rencontre internationale féministe. J'ai sursauté parce que le Conseil international des femmes a été créé en 1888 et beaucoup d'associations féminines et féministes datent de la fin du 19e et existent encore aujourd'hui ou se sont transformées, ont changé de nom. La Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté, qui a été créée comme une association pacifiste pendant la Première Guerre mondiale, elle est encore aujourd'hui une ONG. Donc on a quand même une énorme tradition féministe, internationaliste et pacifiste. Bon, qui a souvent divisé les féministes au niveau national, au Portugal, en France, en Allemagne, partout. Mais on a quand même ce réservoir d'idées, de pensée avec ce qui se passe en Ukraine en ce moment. Je trouve que c'est important de relire ça parce que j'ai observé depuis quelques années que tout ce qui était lié à l'histoire des femmes et à la guerre, et à l'histoire du féminisme et à la guerre et au pacifisme n'intéressait pas. Comme si ça ne faisait pas écho dans l'existence des personnes, et notamment des jeunes, qui s'intéressent à l'histoire du genre et qui partent vers d'autres sujets. Et je crois que là, on va vite changer de perspective et qu'on va se nourrir de tout ce qui a pu être réfléchi et agi à ce propos. Agnès, un moment. Comme on n'a que 8 minutes, je me demande si vous êtes d'accord avec ce que Christine vient de dire, si on passerait à la deuxième question. Et donc, vous pourrez répondre, vous. Oui, c'était juste, Inès, je ne veux pas être longue, mais pour dire qu'effectivement, pour répondre à votre question, nous avons beaucoup de sujets d'inspiration qui nous viennent d'autres pays d'Europe, mais au-delà également. Je pense à l'exemple des pays du Nord qui nous ont beaucoup inspirés quand nous avons commencé avec 50-50, à réfléchir à des mesures dans le domaine du cinéma. Parce que la réglementation en matière cinématographique, je pense notamment à la Suède, était infiniment plus avancée qu'elle ne l'était alors en France, notamment. Et nous avons pris l'exemple des pays nordiques pour mettre en place des dispositifs beaucoup plus incitatifs pour faire en sorte que les femmes jouent un rôle dans la réalisation cinématographique. Aujourd'hui encore, on n'y est pas. 2 chiffres, 25% de femmes réalisatrices seulement, donc on ne peut pas vraiment se glorifier d'avoir atteint la parité, et ces femmes réalisatrices disposent d'un budget pour tourner leurs films qui est de 41% inférieur à celui dont disposent les hommes réalisateurs. Avec un budget inférieur de 41%, on ne réalise pas exactement le même film. Donc il y a des formes d'appropriation, même si le terme n'est pas très bon, d'exemples étrangers, et on a beaucoup de professions qui sont structurées à l'échelle internationale. Je pense aux architectes, je pense au monde des musées, peut-être qu'on n'en parlera pas encore, mais on a une action très volontariste à l'intérieur de nos musées pour faire en sorte de refléter réellement la place et la part des femmes dans l'histoire de l'art, et je pense que ce sont des mouvements qui jouent à l'échelle pas seulement nationale, mais également européenne et internationale.
Merci. Posso só minuto, só para deixar aqui Alors, une petite minute, juste vous donner un exemple concret qui peut être intéressant pour répondre à cette question et qui, je pense, nous permettra de débattre. Je fais partie d'un projet d'un réseau européen, COST. Vous pourrez faire quelques recherches sur ce projet. Il s'appelle Women on the Move et il est coordonné par l'Université de Paris. Plusieurs universités européennes en font partie. Et l'objectif de ce projet est de contribuer avec des exemples venant de tous les pays pour repenser aux trajectoires des femmes migrantes en Europe, mais aussi au plan international. Et plusieurs expositions virtuelles ont lieu avec les réalités des différents pays. Et dans ce sens, il est intéressant, un peu comme les archives, de parler de récits et puis montrer l'importance de préserver les différents langages, les mouvements qui existent dans ces divers contextes. Deuxième question de vous pour passer au public après. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Oui. Une question qui fait appel à votre personnalité. On vous donne 10 millions d'euros là tout de suite maintenant. On va dire que l'argent n'est plus un problème pour vous. Dans quel projet souhaitez-vous les investir? Un projet qui vous fait rêver, qui est important pour vous, qui vous paraît urgent? Pour tous, qu'elles répondent tous. Rapidement. Alors. Rapidement. Je vais commencer par Anna parce qu'elle est loin. Rapidement, Anna. Merci. On m'a posé une question très semblable hier. Ce que je ferais si j'étais une figure politique, si j'avais le pouvoir de changer ce que je voulais. Il y a tellement de choses qui pourraient changer. Mais il y a quelque chose que je pourrais mentionner en particulier. Je changerai la manière dont on approche les soins, dont on voit le soin. Parce que les femmes ont ce fardeau du soin. Elles doivent prendre soin des enfants. Et c'est un des obstacles. Et il faudrait plus d'égalité avec les hommes sur ce point. Le fardeau doit être partagé. Ce n'est pas toujours un fardeau de prendre soin de tes enfants. Ça peut être très agréable. Mais il faut s'assurer du fait que ce fardeau soit partagé parce que le soin est une valeur de notre société qui est importante. Agnès. Oui, 10 millions d'euros, ça n'est pas assez. Donc moi, je dirais que les 4 milliards d'euros qui composent le budget du ministère de la Culture, les 100 milliards d'euros du plan de relance, soient consacrés, au moins à parité, à défendre et à promouvoir la cause de l'égalité. Christine et Carla. Bon, moi, j'aurais beaucoup de... Comment dire de scrupules. Non, parce que la culture est souvent sacrifiée. Quand on a de l'argent comme ça, il y a tellement d'urgences, il y a les réfugiés, il y a la pauvreté. Et défendre malgré tout des dépenses culturelles, c'est pas si évident, même si on a 2 minutes pour s'expliquer, on voit comment ça peut contribuer au mieux-être général et à notre santé mentale, à notre éducation, donc au bien de toutes et tous. Moi, je lancerai un musée, un musée sur l'histoire des femmes et du genre, avec les associations, un musée différent. J'essaierai de tenir compte de l'appel éthique que lançait Audre Lorde et de la réflexion de l'Association internationale des musées de femmes, qui dit que dans un musée de femmes, on ne montre pas des objets, on s'occupe de personnes. Et c'est une petite phrase toute simple, mais qui va très très loin. Et qui nous fait sortir de toute une tradition muséographique qui est peut-être aussi une tradition patriarcale, l'air de rien. Ça remet en cause la valeur de ce qu'on montre, de comment on le montre, avec qui on le construit. Et donc ça va très très loin. Il faut de l'argent pour ça, mais il faut aussi tout simplement une autre conception de ce que c'est un musée. Et peut-être même un autre nom, pourquoi pas. Merci Christine. Carla?
Pour ma part, j'aimerais plusieurs choses. Mais là, il y en a une qui me vient à l'esprit et qui, je pense, est très importante. Ce serait d'élaborer une cartographie interactive des différents mouvements qui existent au plan international dans ce domaine. Et une cartographie qui serait élaborée avec le soutien et la participation de la société civile. Merci. Et maintenant, s'il y a des questions dans le public, je vois pas s'il y a des gens qui veulent intervenir. Et je demande, si c'est le cas, je demande à l'organisation de nous donner plus 5 minutes parce qu'on est en train de... on est sur 1 heure déjà. Mais s'il y a quelqu'un qui veut parler avec nos invités... Sinon, ah oui, ils ont plus... S'il n'y a pas... Vous avez plus de questions? Oui. Bon, je vois aucune question du public, donc je donne la parole pour un petit peu, pour 5 minutes de plus aux étudiantes. Mais ça implique une réponse un peu longue. Bon. Quels sont les obstacles que vous rencontrez dans la réalisation de vos projets quotidiens ou de vos luttes? Et de quoi avez-vous besoin, là, pour dépasser ces obstacles? Ça, c'est une autre heure de débat. Les obstacles. Bon, mais essayez de quoi avez-vous besoin pour les dépasser? Essayez d'être synthétique. Je commence maintenant par Carla et on fait le tour. No fundo, dos obstáculos que tenho encontrado. Vraiment, un des obstacles que j'ai le plus rencontré, c'est le financement. Il est difficile de maintenir des équipes qui travaillent en permanence sur ces sujets. Il y a une forte précarisation de ces postes, que ce soit au sein d'associations, comme ça a déjà été dit, ou au sein du monde académique. Souvent, après la fin d'un projet, plus rien ne se passe. Ils ne sont pas maintenus. Il existe des études féministes sur le genre, mais il est difficile de les faire perdurer dans le temps. Peut-être que c'est ce qui est le plus important pour moi. Il existe d'autres obstacles, évidemment. Des attaques qui viennent de toutes parts. Et on peut y répondre de manière différente. Tout dépend de nous. On peut choisir comment y faire face. Comment faire face aux difficultés économiques, par exemple? Comment faire pour maintenir des initiatives? C'est quelque chose contre quoi nous devons lutter en permanence. Et tout dépend des politiques publiques et des priorités qu'elles donnent. C'est difficile de répondre en quelques mots. Déjà, pour ma petite personne, moi, je suis heureuse d'être à l'Université d'Angers, où on a quand même beaucoup de soutien, beaucoup des moyens. Donc, bon, la question va au-delà de ma petite personne. Et bon, ce qui me fait peur, c'est la situation internationale, les enjeux politiques, les insuffisances de notre démocratie, l'aggravation des inégalités sociales dont les femmes sont les premières victimes. Je pense que tout ce qui va permettre de lutter contre cet état du monde est important. Et donc ça suppose de grands mouvements avec beaucoup d'ambition de grandes transformations sociales et en même temps, si possible, dans le respect de règles de non-violence, de diversité, de respect de la diversité, dans les manières qu'on a d'envisager les transformations sociales. Donc je suis assez utopiste sans doute là, mais en fait non, je suis plutôt dans une attitude de résistance. Là, je pense plutôt à comment organiser mieux,
des forces de résistance à ce qui se passe, au risque de régression démocratique qui emportera avec lui de toute façon le féminisme, les droits des femmes, des libertés acquises récemment. On est en train de dire que c'est très insuffisant, mais on pourrait aller vers le pire très très rapidement. Et comme j'ai beaucoup travaillé sur les années 30 et 40, voilà, j'ai quand même très souvent ça en tête. Cette réaction aussi, je répète, ça a été une réaction à un immense mouvement d'émancipation des femmes qui s'est passé entre la fin du 19e et les années 30 dans le monde. Dans le monde. Agnès ? Les obstacles, en fait, ils sont multiples. Il y a l'hypocrisie, il y a la lâcheté de ne pas voir, de ne pas vouloir voir ce qui, justement, s'oppose à une égalité réelle entre les femmes et les hommes. Il y a l'impuissance, le constat, finalement, que tout cela est bien compliqué et qu'on peut très bien se contenter de la situation telle qu'elle est, sans rien y changer. Et puis, il y a des oppositions beaucoup plus frontales de forces à la fois politiques, sociales, économiques, qui sont, même si ces forces s'expriment peut-être moins que par le passé, sont fondamentalement hostiles à ce que nous disions tout à l'heure, c'est-à-dire au partage du pouvoir, au partage de la gouvernance, au partage des rênes qui permettent justement d'organiser une société, la répartition des richesses, la répartition des rôles à la fois culturels, sociaux, économiques. Donc ces obstacles, ils sont là, ils sont à l'œuvre dans nos sociétés occidentales, ils sont d'autant plus à l'œuvre, et Christine a très bien fait de rappeler également un contexte international qui est particulièrement préoccupant quand on se penche notamment, ça n'est qu'un exemple parmi beaucoup d'autres malheureusement, sur la situation de l'Afghanistan. On se rend compte à quel point la situation des femmes, qui a été longtemps terrifiante, le redevient aujourd'hui, après une parenthèse d'une vingtaine d'années où elles ont pu accéder au travail, à l'éducation. Là également, du jour au lendemain, on se rend compte que cette relative émancipation, elle est bafouée. Donc ces obstacles-là, ils sont à l'œuvre. Et vous posiez l'autre question qui supposerait encore à peu près 3 heures de débat sur la manière de les contourner ou de les surmonter. Ça encore, il faut une volonté absolue, mais également une capacité de prendre à bras le corps les sujets et d'en faire un thème sociétal profond, en faisant en sorte de diffuser l'idée qu'une société évoluée, une société démocratique, pour autant qu'on en admette le principe, évidemment, ceux qui en contextent le fondement n'entendront pas ce discours, mais qu'une société évoluée, qu'une société démocratique ne peut pas ne pas considérer l'égalité comme l'une de ses valeurs fondamentales et essentielles. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup encore de chemin à parcourir. Anna, pour finir. Yeah, thank you. I think in the Czech Republic, merci. En République tchèque, il nous faut un soutien politique. Il faut faire en sorte que nos politiques comprennent la nécessité de l'égalité de genre. Il nous faut des défenseurs de l'égalité de genre. Dans le cadre de notre travail, il faut toujours justifier du besoin de l'égalité de genre, expliquer quels sont les problèmes. Et parfois, il faut faire croire aux personnes que ce problème existe. Mais je pense qu'il faut agir. Il faut nous assurer que tous comprennent qu'il y a un problème et que tous peuvent contribuer à résoudre ce problème. Ce débat très intéressant, du moins à mon avis. Je remercie vos interventions, votre énergie, votre force, votre travail pour cette cause. Si c'est une cause à ouvert et pas dans la meilleure des circonstances maintenant, en vous écoutant à toutes, on récupère l'espoir.
Et je me souvenais d'une phrase d'une grande féministe portugaise récemment décédée, qui a d'ailleurs été aussi le président de la commission d'égalité au Portugal, Ana Vicente, qui a écrit beaucoup de livres sur ce sujet, les pouvoirs des femmes, des hommes, l'égalité. Et elle a écrit « La inégalité, c'est une cause de malheur profonde au monde pour femmes et hommes. Et un jour, on se rendra compte de ça et ça se résoudra. » Merci, on espère que oui. Et merci à toutes. Merci à vous d'être là aussi. Merci en effet à toutes et tous. Avant de vous laisser pour aller déjeuner, je vous donne rendez-vous cet après-midi pour une deuxième table ronde qui s'intitule « Comment lutter contre les violences et le harcèlement » en prenant l'exemple des médias et de l'audiovisuel qui sera animé par Nora Hamadi. Et la deuxième table ronde posera la question de comment promouvoir l'égalité professionnelle dans le secteur culturel et sera animée par Aliette Delalleux. Merci à toutes et tous. Merci encore.